Bonsoir mes amis. Ce soir, je souhaite rétablir avec vous une vérité. Nous sommes tous needy, que ça nous plaise ou non. Mais débutons la démonstration par le commencement. Que signifie être needy? Needy vient du verbe to need en anglais, avoir besoin. Être needy, c'est d'être dans un besoin, que ce soit un besoin financier, un besoin d'amour ou d'affection, un besoin de relations sociales, un besoin de paix intérieure, etc. Besoin que nous devons combler, que nous devons satisfaire. C'est bien beau de dire ça, mais on n'avance pas beaucoup. Pour traiter ce sujet, il va falloir donc définir ce qu'est un besoin et, chose très importante, distinguer le besoin du désir. Un besoin est une nécessité objective. Un besoin désigne une chose essentielle à la survie et au bien-être d'une personne. Les besoins sont universels et se rapportent à des exigences fondamentales pour maintenir la vie, la santé physique et l'équilibre psychologique. Exemple de besoins à combler, la nourriture, le sommeil, l'eau, l'air, l'affection, la sécurité et bien d'autres choses. Le désir, quant à lui, est une aspiration subjective, une envie qui est propre à un individu, mais une envie qui n'est pas nécessaire à la survie. Un désir reflète un souhait personnel. Contrairement aux besoins qui concernent objectivement toute l'espèce humaine, les désirs sont quant à eux subjectifs. Ils sont propres à chaque individu. Par exemple, j'ai un ami qui aime les belles voitures et qui désire s'acheter la dernière Ferrari, tandis que moi, je n'en ai que faire des belles voitures, ça ne m'intéresse pas. Mais que se passe-t-il quand je n'ai pas ce dont j'ai besoin ni ce que je désire? Je suis alors dans le manque. Le manque, c'est l'état d'absence ou d'insuffisance dans lequel je me trouve lorsque je n'ai pas ce dont j'ai besoin ou ce que je désire. Pour résumer, j'ai des besoins et des désirs, mais quand ils ne sont pas comblés ni satisfaits, je suis dans le manque. Alors là, on arrive à un moment très intéressant. Quand j'ai des besoins et des désirs insatisfaits, je suis donc dans le manque. Et quand je suis dans le manque, deux possibilités s'offrent à moi. Soit je suis dans un espoir de voir mes besoins et désirs devenir comblés et satisfaits, soit je suis dans la volonté de les combler et de les satisfaire. La différence entre espoir et volonté est très simple. Dans le cas de l'espoir, la satisfaction de mes besoins et désirs ne dépend pas de moi. Par exemple, j'espère que mon fils aura son baccalauréat à la fin de l'année. Ça ne dépend pas de moi, je ne peux que l'espérer. Dans le cas de la volonté, la satisfaction de mes besoins et désirs dépend uniquement de moi. Exemple concret et qui me concerne, quand j'étais plus jeune, parfois je désirais avoir en ma possession un jeu vidéo. Pour me l'acheter, j'ai dû m'en donner les moyens, j'ai dû au préalable donner des cours particuliers de mathématiques pour me faire de l'argent de poche. Notez bien que lorsque nous sommes dans l'espoir, nous sommes passifs. La volonté, quant à elle, nécessite l'action. La volonté est l'action. Donc c'est très simple. Moi je vais vous dire, quelqu'un qui me dit qu'il veut mais qu'il ne fait rien depuis des lustres, c'est qu'il ne veut pas. Du moins, il ne veut pas suffisamment. Mais ne pas vouloir suffisamment, c'est ne pas vouloir. Notez aussi que la vie et les circonstances nous amènent quelquefois à être simultanément dans l'espoir et la volonté. Exemple, une femme me plaît. Pour que nous puissions nous rapprocher, je me dois d'être dans l'action, parce que je suis dans une réelle volonté de me rapprocher d'elle. Je lui fais donc part de mes intentions. Mais en même temps, je sais bien que je ne contrôle ni les goûts de cette femme, ni ses besoins, ni ses désirs. Je ne peux contraindre, je ne peux forcer cette femme à être attirée par moi. Je suis donc aussi dans un espoir qu'induit inexorablement l'altérité. L'autre, ce n'est pas moi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que tout n'est pas cloisonné. On peut être soit dans l'espoir, soit dans la volonté, mais aussi dans une synergie des deux. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de tout cela? Deux choses. Première chose, être needy ne concerne que le besoin et non le désir. Être needy signifie être dans une phase de manque dans laquelle un besoin n'a pas encore été comblé.
On ne se situe donc pas dans le domaine du désir insatisfait. Pour vous donner un exemple, ce n'est pas parce que je n'ai pas en ma possession la voiture de mes rêves qui fait de moi un needy. Par contre, je suis needy parce que j'ai besoin de nourriture, parce que j'ai besoin d'affection, parce que j'ai besoin tout court, besoin qui n'est pas encore comblé. Deuxième conclusion, à des instants de notre vie, nous sommes tous needy, parce que nous avons tous des besoins à combler. Donc l'individu arrogant, le bonhomme qui vous qualifie de needy, il est aussi needy. C'est un être humain, comme vous. C'est pas un cyborg, ni une intelligence artificielle générative. Et c'est normal, c'est humain d'être un needy. Être needy ne fait pas de vous un être faible. Au contraire, c'est très bien d'être needy parce que le manque induit par ce besoin à combler est la source, le moteur de nos actions. Ce qui nécessite d'être dans la volonté et non pas dans l'espoir, comme nous l'avons constaté juste avant. Nous sommes donc tous needy à des instants de notre existence. Par contre, tout va se jouer dans la maturité de la conscience. Tout va se jouer dans la force de la raison. Tout va se jouer dans la solidité du mental. Tout va se jouer dans la connaissance et la maîtrise de soi. Plus précisément, un individu mature va se démarquer d'un individu immature par deux moyens. Premier moyen, par sa façon de gérer intimement son manque avec lui-même. De gérer la frustration, voire l'offense, en cas de refus et s'il le vit comme tel, lorsque l'existence ne répond pas à ses requêtes. Ici, une clé de la réussite dans notre accomplissement de soi réside dans notre capacité à transformer l'énergie phénoménale de la frustration et de la douleur ressentie en une motivation pour avancer dans nos projets et pour nous accomplir. Deuxième moyen, par sa manière d'exprimer ses manques, ou plus justement par la manière, par la forme avec laquelle cet individu va exprimer ses intentions et agir dans le réel pour répondre à ses manques, pour les combler. Pour ce deuxième point, une clé de votre réussite réside dans la musculation de votre conscience et non pas uniquement celle de votre corps. J'en avais d'ailleurs parlé dans la vidéo 85 de la chaîne quand je vous avais expliqué en quoi mieux se connaître amenait à mieux séduire. Je mets le lien de cette vidéo dans le descriptif de celle-ci, ci-dessous, et je vous conseille de la regarder sans prétention aucune, c'est une vidéo très importante de la chaîne. Notez que le premier point est d'ordre endogène et intime, parce qu'il s'agit d'une relation entre l'individu et son propre psychisme, son propre fonctionnement. Il s'agit d'une relation uniquement avec lui-même. Dans ce cas, l'évolution de cet individu ne dépend que de lui. C'est donc avant tout une question de volonté. Le deuxième point est de nature exogène, parce que dans ce cas, l'individu est dans un rapport à l'autre, dans une relation avec l'extérieur et l'altérité. Dans ce cas, il ne peut y avoir une emprise ni un contrôle total du sujet, ni sur tout, ni sur tous. Il ne sera question que d'espoir ou bien d'une synergie entre espoir et volonté. Je suis actuellement en train de préparer un texte important expliquant, pour le premier point endogène, comment concrètement exploiter la prodigieuse énergie de la frustration au profit de l'accomplissement de nos projets et de nous-mêmes. Et pour le deuxième point exogène, comment user de l'expression et de l'action saine, soit pour maximiser votre réussite, soit pour très vite passer à autre chose en cas d'échec, tout en apprenant de vos échecs. Et donc en quelque sorte pour vous libérer émotionnellement de tout ce qui pourrait vous enfoncer dans une douleur, pour ne pas dire dans la dépression. Et là, c'est l'expérience qui parle. Parenthèse importante, je dois ici vous rappeler la nécessité de ne pas rester figé à un échec, de ne pas être obnubilé par cet échec, notamment par orgueil ou par vanité. Et pour y arriver, il n'y a qu'une seule chose à faire, analyser cet échec. Je veux dire comprendre comment on en est arrivé là et apprendre de cet échec. Je dois aussi vous répéter une nouvelle fois l'importance de l'action, parce que les choses ne tomberont pas du ciel. N'attendez pas que les choses tombent du ciel. Ne noyez pas votre volonté dans un espoir. N'étouffez pas votre enthousiasme à agir pour vous plonger dans l'inertie et l'apathie. Vous pourriez gâcher le temps des plus belles années de votre vie. C'est encore une fois mon expérience qui vous parle. Mes vidéos et mes textes sur lesquels s'appuient mes vidéos d'ailleurs, n'ont pas la prétention d'être suivis à la lettre pour vous rendre heureux en un claquement de doigts.
mais de vous aider à prendre conscience de certaines croyances qui vous brident, de vous aider à prendre du recul sur les problématiques auxquelles vous êtes actuellement confrontés et qui vous minent dans votre découragement de vous en sortir. La prétention de mes textes et de mes vidéos est celle de poser des repères, de poser un cadre, devant être combiné à une connaissance de soi, pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Vous savez, pour tendre à une meilleure version de soi-même, il y a bien sûr des règles objectives à appliquer, comme des erreurs à ne surtout pas commettre et qu'il faut rappeler, mais ces règles objectives ne suffisent pas. Elles doivent nécessairement être conjuguées à votre histoire personnelle et à la connaissance de votre propre fonctionnement. À ce sujet, j'en profite pour vous rappeler ici l'accompagnement Mon Oedipe et mes séances libres que je vous propose. Accompagnement et séances ayant pour but de vous offrir une écoute, de partager mutuellement notre expérience en toute confidentialité, parce que je suis aussi passé par là et je me dois de vous aider, avec la finalité de mettre en place une feuille de route concrète et concise pour tendre à une meilleure version de vous-même. Comprenez bien que c'est via mon accompagnement et mes séances libres que nous pourrons associer votre propre histoire et votre propre fonctionnement à ces règles plus générales dont je viens de vous parler. Pour finir, je souhaite aussi vous prévenir d'un danger qui nous guette tous, qui nous freine tous dans notre épanouissement, à savoir celui de se déresponsabiliser quand on n'a finalement au fond aucune raison de se dédouaner. En d'autres termes, de passer de la volonté, donc de l'action, à l'espoir et donc à la passivité, dans une situation dont l'issue ne dépend pourtant que de nous-mêmes. Faites très attention. En prenant l'habitude de transformer votre volonté avec l'action et donc l'effort qui va avec, en un espoir, donc comme on l'a vu dans la passivité, si vous avez l'habitude de vous mentir ainsi à vous-même, vous ne pourrez pas avancer. Vous n'apprendrez rien de la vie parce que vous n'expérimenterez rien. Si vous ne faites que vous dédouaner dès qu'une difficulté se présente à vous, en fonctionnant ainsi, vous allez droit dans le mur. Vous la gâcherez, votre vie, comme j'ai gâché ma jeunesse. C'est une nouvelle fois mon expérience qui vous parle. Vous savez, nos soucis personnels trouvent parfois, même souvent, leur cause dans des origines plus objectives, plus générales, plus historiques. Et voilà pourquoi il est nécessaire de prendre du recul sur ce que nous vivons en adoptant aussi un point de vue macroscopique, dans l'espace et dans le temps. Comprendre le monde et la société dans laquelle on vit, je veux dire nous instruire, nous enrichit et cela peut même répondre à un réel besoin de connaissance à satisfaire. La connaissance est jouissive et je vous invite grandement à l'expérimenter par vous-même. Mais si vous êtes entré dans une habitude, si vous êtes obstiné à sans cesse considérer vos problèmes subjectifs, personnels, comme des difficultés objectives, pour vous rassurer que finalement la résolution de vos soucis n'est pas de votre ressort, et si vous n'avez en tête que d'y mettre toute votre énergie pour vous en convaincre, là il y a danger. Vous pourrez développer des connaissances sur certains sujets pointus, assurément, mais d'un autre côté, vous risqueriez de ne pas avancer. Vous risqueriez de faire du surplace dans votre vie en vous mentant à vous-même et surtout en n'apprenant pas des difficultés que vous pourriez rencontrer. Voilà mes amis, pour conclure, avant de prendre du muscle, musclez votre conscience, musclez votre raison pour renforcer votre mental dans le but de vous maîtriser et de savoir vous exprimer. Une erreur que l'on peut faire parfois, c'est de compenser l'absence de mental en préférant prendre du muscle. On se renforce physiquement parce qu'on ignore comment le faire dans la tête, ou tout simplement parce que muscler son mental et se connaître soi-même est un obstacle bien trop haut à franchir. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. On reparlera de tout ça, vous pouvez compter sur moi. Prenez soin de vous.